Du haut de ses sommets, la montagne domine la vie des hommes à travers le temps. Des générations de paysans se succèdent sur ses flancs et leur passé est au cœur de notre imaginaire collectif. C'est l'histoire d'une épopée paysanne qui, au siècle passé déjà, s'étire des pâturages du Jura aux Alpes romandes. Ces paysans de montagne, qui étaient-ils vraiment? Quel héritage nous laissent-ils et qu'ont-ils à nous dire aujourd'hui? Tout débute à la belle saison. Les hauts plateaux verdoyants appellent hommes et bêtes à la transhumance. La poya, ça veut dire la montée, c'est la montée à l'alpage. Donc c'est le moment, effectivement, un moment important, un moment symbolique, mais un moment important, puisque c'est là qu'on va changer d'activité. On monte à l'alpage avec le bétail, mais aussi avec les gens qui vont passer la saison sur la montagne. Souvent une famille élargie, avec des oncles, des tantes, avec une partie importante de la famille qui va se déplacer pour la poya. Donc un moment effectivement important. En Gruyère, dans la vallée de l'Intiamont, les familles de Samuel Dupasquier et de sa sœur Lucie Beau conduisent le troupeau sur l'Alpe. Les vaches sont contentes de monter, et nous aussi. Mais c'est sûr que certaines vaches ont plus de difficultés à monter. Si c'est des vaches qui sont puissantes, qui ont un gros corps ou un gros veau déjà, qui ont pas mal de gestation, ça sera un peu plus dur. Donc c'est un effort, mais quand même une envie d'aller, oui. Ça me fait toujours les mêmes émotions. Quand on arrive le printemps, c'est une émotion particulière. Je pourrais pas imaginer de pas venir ici, quoi. Le côté bucolique qu'on retrouve dans les archives, c'est un peu l'image que les journalistes aiment venir voir, particulièrement par exemple en Gruyère ou en Valais, où on a l'impression d'un monde qui n'a pas évolué, qui est à l'abri de toutes les grandes perturbations que connaît le monde. À l'abri de la grande industrie, par exemple, à l'abri de certaines évolutions dont on craint un peu les conséquences. Tout a l'air très beau. Par-delà le pittoresque que véhiculent ces images de poya, la vie paysanne d'antan était dure, mais riche de bon sens. On vivait totalement de la terre sur laquelle on habitait. On tirait du sol la nourriture, les habits et l'habitat. Ça se tirait du sol. Même le gis était fabriqué avec la pierre à chaux de la région. Et ça, c'est assez remarquable que malgré le climat qui est très dur dans les Alpes, puisque l'hiver dure longtemps, entre 4 mois et 8 mois suivant les villages ou les vallées, eh bien les gens réussissent à vivre du sol. Il fallait acheter le sel. Ça, c'était indispensable. Disons, les plus pauvres devaient en tout cas trouver le moyen d'acheter du sel. Les autres achetaient du pain blanc pour les malades ou pour les grandes fêtes. Et du riz pour les mariages. Avec la raclette, on faisait encore un plat de riz avec des bâtons de cannelle. Mais pratiquement, les gens vivaient de tout ce qu'ils tiraient de leur propre sol. Les moutons donnaient la laine. Les bêtes qu'on tuait pour faire de la viande et de la viande séchée qui devait permettre de vivre tout l'hiver, donnait, à part la viande, aussi des os pour faire des boutons, et puis des peaux que l'on tannait pour faire les souliers et les sacs de cuir. Pratiquement, le lin et le chanvre étaient encore utilisés à l'époque, et on tissait et on filait sur place tout ce dont on avait besoin. C'est cette autarcie, cette indépendance des autres qui était assez extraordinaire et qui a duré relativement longtemps. La société paysanne de montagne était organisée autour de l'eau, un apport vital pour la communauté. Tout est rare, même l'eau, qu'il faut capter bien loin dans la montagne, puis conduire à grand renfort de bis et de petits barrages, là où elle est nécessaire à l'homme, aux bêtes et aux plantes.
premiers bis sont liés à des rivières assez faciles d'accès. Et on voit, plus on avance dans l'histoire, plus on voit évoluer les techniques de construction et ces techniques pour aller chercher l'eau toujours plus loin dans des rivières difficiles d'accès, qui sont souvent des rivières glaciaires. Et c'est cette époque de nouveau du Moyen-Âge, 14, 15, 16e siècle, où on voit l'épopée des grands bis, où on va aller chercher cette eau très très loin dans des rivières difficiles d'accès. Et on voit là apparaître tout d'un coup des notions techniques de gestion des techniques autour du bois, autour de la pierre, pour aller chercher cette eau toujours plus loin dans des zones accidentées, pour pouvoir l'amener sur les coteaux. C'est en 1912 que fut construit le bis communal, celui-ci même qui serpente sur plus de 10 km. On se rend bien compte que c'est des conditions qui sont extraordinaires de travail. On est à flanc de falaise, dans la montagne, dans des zones qui sont très très accidentées. Et l'hypothèse au départ était un peu celle-là aussi, de dire finalement c'était des prisonniers, des hommes célibataires qui n'avaient pas de famille, qu'on envoyait construire les bis. Mais en fait, à l'époque, la plupart des paysans, des habitants des régions de montagne avaient le pied montagnard. Donc connaissent les règles de la montagne et connaissent aussi les dangers de la montagne. Et donc finalement, c'est plutôt une épopée agricole, dans le sens large, où tous les habitants du village étaient convoqués pour faire des travaux évidemment à la hauteur de leurs compétences. Certains étaient plus aventureux que d'autres, c'est évident, mais c'est impossible d'envoyer quelqu'un qui a le vertige construire un bis, ça ne marchera pas. Chaque printemps, on aménageait les bis. Il y avait des corvées pour les bis et pour les chemins. Et chaque famille, chaque feu, devait fournir tant de journées de travail. Alors, ou bien les gens allaient faire eux-mêmes, ou bien ils trouvaient quelqu'un qu'ils engageaient et qu'ils payaient en nature ou en espèces pour faire le travail à leur place. Si le papa était malade, il devait trouver quelqu'un d'autre. Et dans la mise en état des bis, c'était la première chose au printemps, il y avait des risques à courir, parce que ces bis traversent des parois de rochers. De la nécessité du partage de l'eau naît le consortage, un système juridique encore en vigueur aujourd'hui. Les consortages sont apparus avant les communes, avant le canton du Valais même, juridiquement, avant les bourgeoisies, avant tout ça. Donc en gros, le consortage, c'est une entité particulière, c'est-à-dire que c'est des utilisateurs qui se mettent ensemble et qui vont fixer des règles d'utilisation de la ressource. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'utilisateur n'est pas propriétaire de l'eau. L'eau, c'est un bien commun, elle appartient à tout le monde et elle circule. Mais l'utilisateur est responsable de la gestion de l'eau. Donc on a un droit d'utiliser cette eau pendant tant d'heures. En général, ça se traduit par des heures d'arrosage. Bonjour. As-tu fini la répartition des eaux? Oui, j'ai fini. Oui. C'est pas tant bon, hein? Pas tant. T'as taillé le côté? Ouais. Pas à eux, tout le matin. Pas à eux? Ouais. Bon. Et t'as moi qui est tout, va t'être? Va, mais on trouve, il perd, je sais pas qu'il y a. Pas de bletta? Pas de già. Ouais. Pas de bletta. E bene, tu torni pas a eux, rapri, sei bien, hein? Tu vas tanti rovell. Ouais. E poi tu vuoi cercare poi, ci sono un po' nei bagni passato, ouais. Bon. En très résumé, les personnes qui ont un terrain agricole et qui ont besoin de l'irriguer se mettent ensemble pour construire le canal. En échange de la construction et de l'entretien du canal, on a un droit d'utiliser l'eau pendant tant d'heures. Et en fonction de la surface agricole à disposition, plus on a de surface, plus on a de droit d'arrosage. Et ce droit d'arrosage, évidemment, il doit être géré par un garde du bis, par un consortage qui est un comité avec un procureur, un président, etc. Et puis comment on gérait ce droit d'eau à l'époque? Finalement, on ne savait pas lire et écrire, la plupart des gens ne savaient pas lire et écrire. Donc on avait une marque de famille. Et cette marque de famille, c'est une marque de propriété, on marque les outils, on peut marquer le bétail aussi, mais c'est aussi une marque de droit d'utilisation. Donc droit d'utiliser des alpages, droit d'utiliser des forêts et droit d'utiliser des bis. L'irrigation n'est pas une petite affaire, chacun y collabore, et pour que le champ soit abreuvé, la terre imprégnée, il faut amener l'eau le long des pentes tantôt abruptes, tantôt plus douces, sur une distance de plus de 20 km. C'est à ce prix que l'on peut cultiver. En Intiamont,
sur l'alpage du Lyti où Samuel fait paître son cheptel, l'eau si vitale arrive de manière naturelle. On a une source qui a été captée par mes ancêtres, qui alimente à peu près tous les bassins, tous les pâturages et les 3 chalets qui correspondent à l'alpage. Donc c'est vraiment une source primordiale. Le bétail, il broute l'herbe et puis il boit de l'eau. Une vache, en moyenne, on dirait, elle boit environ entre 80 et 100 litres d'eau par jour. Donc s'il n'y a pas d'eau, il ne pourrait pas être là. La source, c'est la vitalité de l'alpage, on dirait. Avec l'eau et le soleil, la vie s'est rendue possible sur les alpages. Toutefois, l'altitude limite le choix des plantations. La culture de la pomme de terre est fréquente dans les jardins accolés au village. Dans ce pays aride, les bêtes sont peu nombreuses. Les champs ont la dimension de mouchoirs de poche. Ils sont inclinés à 45 degrés, parfois même davantage. En 1960, il est courant de voir les animaux de rente vivre sous le même toit que les familles paysannes. Le foin est leur principale nourriture, mais les herbes alentours viennent parfois à manquer. Il est nécessaire de grimper jusqu'au foin des rochers. Les paysans de la région allaient faucher le foin là où le bétail ne pouvait pas accéder. Et c'est justement des endroits très escarpés en général. Hein. C'était très difficile. D'ailleurs, il y a eu bien sûr quelques cas il y a eu quelques décès, quelques chutes. Ils faisaient déjà une marche le matin de grosso modo 1000 mètres. Ils travaillaient pratiquement toute la journée pour faucher. Et ils épanchaient ce foin, ils étendaient ce foin, qu'il soit plus ou moins sec pour le lendemain. Et le lendemain, ils revenaient sur place. Le matin, ils fauchaient de nouveau une partie et ils commençaient à préparer des voyages de foin pour le ramener au Mayens. Pour que ce soit bien équilibré sur les épaules, il y avait une façon de faire. Donc ils préparaient leur petit fagot de foin qu'ils allaient déposer sur les cordes qu'ils avaient mis en place. Ensuite, sur l'avant, ils en mettaient plus. D'ailleurs, la forme, ça avait une forme particulière parce que la partie qui reposait sur les épaules était beaucoup plus haute que la partie arrière du voyage. Pour transporter ce foin, étant donné que c'était dans les rochers des endroits très difficiles, ils avaient toujours un gros bâton de coudrier, avec une pointe en fer d'ailleurs, pour le fixer dans le sol si jamais il y avait des problèmes. Donc ils avaient dans le fond 3 pieds, donc leurs 2 jambes et le bâton pour tenir, mais le voyage de foin, il ne le touchait pas. Il reposait sur les épaules, il était enfoncé dans la tête. Ils se déplaçaient avec leur fagot de foin entre 30 et 40 kilos. Et ça dépend si le foin est très sec ou pas, sans le tenir. C'était quand même quelque chose d'extrêmement pénible. Tout comme dans les Alpes, les paysans des pâturages jurassiens ont su développer un mode de vie autonome qui a longtemps perduré. La ferme était subdivisée de manière à assurer des tâches tout au long de l'année. La ferme jurassienne, c'est un petit monde en soi. On va dire qu'on peut y vivre presque sans sortir. On a en général des citernes pour l'eau. Donc l'apport est sans problème. Les champs sont tout autour, un jardin juste à côté. Et puis l'intérieur de la maison est souvent, en tout cas au rez-de-chaussée, tripartite, avec une partie écurie, au centre une partie de dépôt où on peut poser du bois, mettre des outils, voir des chars, on peut même y travailler. Et puis une partie appartement qui
qui n'est en général pas énorme. Souvent, d'ailleurs, les gens vivent dans 1 ou 2 pièces. Notamment ici, dans cette maison, on a 2 appartements. Parce que souvent, il y avait 2 familles qui pouvaient être de la même famille d'ailleurs. Et c'est une pièce avec souvent une pièce à dormir à côté. Mais une pièce qui sert à tout. Donc on peut y passer la veillée, comme on y travaille, comme on peut y dormir aussi. Et une cuisine, évidemment, qui est un peu le centre névralgique de la maison, toujours chaude, où il y a toujours un feu qui brûle. Et on y travaille en général beaucoup aussi, parce que, évidemment, la cheminée attire le monde, surtout l'hiver. Et puis, on a cette grange à l'étage qui est énorme parce qu'en montagne, les hivers pouvaient être très longs, donc il fallait pouvoir entreposer du foin et de la paille pour nourrir les bêtes pendant peut-être 6 mois. Quelle que soit l'altitude, 1 millier de mètres pour le Jura ou beaucoup plus haut pour les Alpes, dans les années 1960, le passage de l'hiver était un défi pour la famille paysanne. Ça fait combien de mois que vous êtes dans la neige? Novembre, décembre, janvier, février, mars. Ah oui, ça fait 6 mois. 6 mois? Oui. Moitié de l'année, vous êtes absolument 6 mois dans l'année. Séparés de tout ici. Séparés de tout. Enfin, 6 mois dans la neige, quoi. Et je pense qu'avec 5 enfants, madame, le travail ne manque pas. Hein? Oui, surtout que n'ayant pas la lumière, on n'a aucun avantage. On n'a même pas une machine à coudre temps zigzag, là. Et puis on n'a même pas une machine à laver. Comment on n'est pas de lumière ici? Non, on n'a pas la lumière, on a juste fait... On a eu des amis qui se sont intéressés à nous, alors ils nous ont fait une petite lumière avec un 36 volts. Alors c'était un événement, passez voir. Parce que les miens, quand ils vont chez leurs parents et chez leurs marraines, la première des choses qu'ils faisaient, c'était d'ouvrir et d'éteindre cette lumière. Vous descendez souvent en provision au diable? Ah ben maintenant moins, parce que les enfants vont tous en ski, alors on fait les provisions d'hiver et puis on n'a plus qu'à aller chercher le pain. Et c'est un gros problème parce qu'il faut quand même, avec 5 enfants, 2 personnes, vous voyez, il faut quand même 13 kilos de pain par semaine. Nourrir chaque jour une famille de 7 personnes doit poser quand même certains problèmes lorsqu'on habite à 1 heure de marche du village, non? Certainement. Ma femme assure qu'il faut 700 francs par mois, 100 francs par personne et par mois. Je n'ai jamais fait le compte exact, mais je crois pas qu'on les mange, ces 700 francs par mois, quoique c'est peut-être bien que c'est la norme. Quels sont les aliments de base? Les aliments de base, bien sûr que c'est le lait, le beurre et le fromage. C'est tout de l'auto-approvisionnement ou bien si vous devez beaucoup acheter à l'extérieur? Disons aussi la viande. C'est de l'approvisionnement de la maison, ça, c'est sûr. Pour traverser la saison froide, la ferme est organisée pour fonctionner de l'intérieur. Le bétail a une grande importance. Sa proximité permet notamment de se chauffer. Qu'est-ce que ça représente pour vous, le bétail? Ma foi, c'est notre gagne-pain. Ici en haut, on n'a que ça. Vous êtes attaché à vos bêtes? Ah oui, beaucoup. Est-ce qu'on peut aller les voir? Mais oui, venez seulement. Voilà. Mais c'est tout près de la cuisine, c'est juste après la cuisine. Oui, ma foi, il y a un inconvénient. On salit beaucoup la cuisine quand on a de l'écurie, mais autrement, comme l'hiver, on est tout près, c'est encore assez agréable. Vous les aimez bien, vos bêtes? Ah oui. Vous les connaissez toutes? Ah oui, par leur nom même. Et celles d'en bas? Oh, aussi. Oui, oui. Vous aimez bien les soigner? Oui. Si vous n'en aviez plus? Ah, on s'ennuierait alors. Ça ferait mal au cœur. Qu'est-ce que vous avez à part les vaches, les veaux? On a encore des moutons et puis un cheval. Puis des chats, des poules. Il faut de tout ça ici en haut. Oui. Au pays d'en haut, reclus dans la ferme, en raison des conditions hivernales, il arrive que la vie se multiplie sans l'aide du médecin. Ma femme avait prévu de descendre en maternité comme pour les autres, mais cette fois-là, elle a été prise de court. L'événement s'est produit pendant la nuit. Pas de téléphone, le médecin en beau diablerie. Et pas question de rester toute seule, il fallait un assistant. J'ai donc fait le médecin pour l'occasion. Tout s'est très bien passé d'ailleurs.
Et on ne voulait pas déranger le médecin pendant la nuit. On a tranquillement lavé le gosse, enfin, plutôt je, puisque c'est moi qui étais gynécologue. Lavé l'enfant, mis couché dans un coin à la cuisine, au chaud. Fait tous les soins qu'il fallait, puis on s'est endormi. Le lendemain matin, j'ai soigné les vaches et je suis descendu, alors, aussitôt que possible, appeler le médecin, lui raconter l'aventure. Il ne voulait d'abord pas le croire, et puis finalement, il a dit, il faudrait quand même que je monte là-haut. Il est monté, c'était 11 heures. Tout allait bien, et il rigolait parce que le gosse avait un grand bout de cordon comme ça. J'avais coupé avec mon couteau de poche. Le médecin a coupé ce qu'il y avait de trop avec des ciseaux. Et même, il a dit que c'était une bonne affaire, ce grand bout de cordon, parce que ça donnait une bonne gaulée de sang de plus au gamin, qui d'ailleurs en a largement profité, puisqu'il est en parfaite santé. De tout temps, et quelle que soit la montagne, le bois est nécessaire au quotidien. Les agriculteurs du Jura ou du pied du Jura devaient avoir souvent deux métiers, l'agriculture et aussi l'hiver, ils devaient faire du bois pour se chauffer, aussi du bois pour les chalets d'alpage dans le Jura vaudois par exemple. Donc ils s'équipaient un petit peu pour pouvoir abattre et débarder du bois. Donc on a des véhicules attelés aux chevaux qui servaient à débarder des billes de bois. On a des traîneaux. On voit certains appareils ont été vraiment conçus pour faciliter le travail du cheval. C'est un métier, oui, qu'on fait principalement en hiver. Surtout l'abattage des arbres. L'abattage, des grandes coupes de bois, oui. Et puis je crois qu'il y a beaucoup de paysans qui deviennent bûcherons, ou en tout cas qui travaillent en forêt en hiver. Oh oui, énormément, environ 50%. 40-45% en tout cas sûr. C'est un métier d'hiver. Alors des hivers comme celui-ci, c'est relativement facile, mais c'est pas toujours le cas. Ah non, bien souvent c'est très rare un hiver comme cet hiver ici. L'année passée par exemple, on a eu 4 mois de neige qu'on n'a pas pu aller à la forêt. On avait un retard considérable dans les coupes. Il était impossible de couper le bois. Impossible avec la neige qu'il y avait. Donc ici, au Chapeaurable et dans le haut, on a mesuré jusqu'à 2,30 m, jusqu'à 3,30 m de neige à certaines places. Et puis encore au début de mai, on a dû aller faire ouvrir les chemins. Une année, je me souviens plus quelle année c'était. On devait payer les 80 cm de neige toutes les fois qu'on abattait un arbre, mais toute la longueur de l'arbre pour pouvoir le retourner. Aux environs de la Chaux-de-Fonds, les agriculteurs, un temps, avant que les voies de communication soient faites comme aujourd'hui, les agriculteurs étaient bien obligés de débarrasser la neige pour amener le lait en ville. Et alors chacun débarrassait la neige sur son secteur. Balayer devant sa porte un peu. Balayer devant sa porte, mais et même jusqu'à la porte du voisin pour pouvoir aller plus loin. On dit que des trains ont parfois été bloqués à l'entrée de la ville. Oui, alors le Seine-Légier-Chaux-de-Fonds, un train du soir venant des Franches-Montagnes, a été bloqué de telle façon que le train n'a plus pu avancer et que la neige est tombée encore pendant le reste de la nuit et la neige arrivait jusqu'à la hauteur de la cheminée de la locomotive. Aujourd'hui, les hivers sont moins rudes, mais la vie du paysan de montagne se perpétue. C'est une satisfaction de pouvoir continuer ce que nos ancêtres nous ont laissé. Mon arrière-grand-père, en 1927, il l'avait acheté. Et ensuite, mon grand-père l'a exploité, mon père et moi maintenant. Donc, il y a toujours eu du bétail, pas forcément que des vaches, il y a aussi que des génisses. C'est au niveau de la main d'œuvre qu'il peut avoir sur l'alpage qui décide si on arrive à aller avec des vaches. Mais en principe, maintenant, on est lancé pour continuer cette tradition de produire du fromage d'alpage. C'est 3 chalets, donc on se déplace avec les vaches d'après l'herbe, d'après la pousse de l'herbe.
sur les 3 chalets, mais nous restons principalement vivres et fabrication du fromage que sur le chalet du litier. Les 3 chalets ensemble, toute la surface, ça représente 157 hectares, mais tout n'est pas productif. Il y a beaucoup de rochers, de forêts, donc c'est une surface assez considérable pour la maintenir en bonne perpétuité, que ça continue. Donc il y a des heures à passer dessus. Le labeur sur l'alpage est conséquent. 5 personnes assurent le travail quotidien, dont Lucie, agricultrice et sœur de Samuel. On commence déjà à 5h, 5h30, puis jusqu'à midi, ça s'arrête pas. On a la traite, on a la fabrication du fromage, on a les génisses à aller voir, l'écurie à nettoyer, et puis il y a aussi des imprévus. Comme ce taureau qui s'échappe, brisant la clôture. Ramener cette masse musculaire contrariée de 800 kg dans son enclos peut vite s'avérer dangereux. Ou encore ces génisses, affolées par on ne sait quoi, qui fileront dans des pierriers pentus. Elles se sont affolées, elles se sont poussées au bord des fils, une est passée, après les autres elles suivent, elles vont dans tous les sens, elles se suivent, et puis là où elles sont passées, il y avait des rochers, et puis elles perdent pied, quoi. Comme nous, on peut perdre pied tout d'un coup si on est dans la panique. Et puis là, il y en a une qui a roulé, malheureusement. Et puis, heureusement, il y a l'hélicoptère qui est venu la chercher. Elle n'avait rien, mais des fois, ça se passe pas comme ça, quoi. Ouais, on a très peu de temps de repos, quoi. Mais en fait, on a l'habitude. Moi, j'ai l'habitude d'être tout le temps en mouvement. Je suis quelqu'un qui suis souvent en mouvement, quoi. Je bouge beaucoup. Voilà. Pour moi, c'est normal. Je me rends pas compte de cette folie, on va dire. Une ivresse d'altitude qui porte, mais qui durant longtemps ne suffisait pas à nourrir le paysan. La plupart ont cumulé les métiers pour gagner leur pain. Un exemple ici, le paysan Tavillonneur. Par un claproutek, là, il y a 50 ans. Oh, ouais. Ouais. Et puis il y a la qualité du bout. C'est du premier. Du bon aussi. Donc, j'en ai du bout qui pourra à 15 ans député de chez l'ordinaire. Ouais. On n'a pas laissé un beau mâle. Ah, il y a 2 sortes de bouts. Il y a le beau mâle et femelle. Ouais. Le beau femelle, elle est propre l'argent. Propre l'argent touché. Ouais, ça, il dure encore à 40 ans. Cet homme vif au travail précis et minutieux qui aura, comme il dit, joliment 72 ans en février, et qui monte encore sur les toits, parle avec sagesse de son métier qui consiste en quelque sorte à couvrir les gens. Il y a beaucoup de toits qui ont 50 ans, dit-il, et puis il y a la qualité du bois. Celui-ci, c'est du premier, c'est du bon, c'est du bois qui peut durer bien 15 ans de plus que l'ordinaire. On appelle ça du bois mâle. Il y a 2 sortes de bois, le bois mâle et le bois femelle. Le bois femelle est bien plus léger, ça dure encore 40 ans. Quand on a les rebonds dans les jours là, très mis. Ouais, le canamon il va. Oh, mais il faut faire encore autre. Après, il va. Et un temps que je ne va pas, ben, le réfarons. Ici en haut, ça va. Il faudrait faire encore quelque chose après ça. Et puis, si ça va pas, ils le feront. Douce bonhomie, simple sagesse de vertu que notre vie moderne a joliment bousculée, au point de les passer par-dessus bord. Mais il n'est certes pas l'heure de nous lamenter, mais bien plutôt d'admirer cet homme, son travail, son langage, et de profiter du sage enseignement qu'il nous apporte.
Oui, alors le tavillonnage est quelque chose d'important en Gruyère et dans les Préalpes en général. Ce tavillonnage, c'est un travail qui est aussi saisonnier, puisque pendant l'hiver, on prépare les tavillons et puis ensuite on les pose pendant l'été. Donc c'est là aussi un travail qui pouvait être fait dans le monde agricole par les paysans durant la saison froide. Et cette importance du bois se voit donc à différents niveaux. Par exemple, le bûcheronnage, mais aussi le tavillonnage. Certains paysans ont appris un deuxième métier, et on voit notamment au XVIIIe et déjà à la fin du XVIIe siècle, certains sont aussi forgerons, d'autres deviennent aussi orfèvres, et puis la dentelle vient assez vite au fin du XVIIe siècle et ensuite tout le XVIIIe, et puis l'horlogerie qui va vraiment exploser au XVIIIe. Il faut de la lumière et l'hiver ici, avec la neige, évidemment que la lumière elle est extraordinaire. Et on a d'ailleurs souvent agrandi des fenêtres, surtout à l'étage, pour permettre d'installer un atelier et avoir cette lumière vraiment primordiale. Et donc c'est comme ça qu'on voit les premiers établis. On connaît bien les paysans horlogers de la vallée de Joux, par exemple, ou du Val des Travers, ou de la région du Locle. À Sainte-Croix, l'horlogerie n'est pas très développée autour des années 1900, c'est plutôt la boîte à musique qui tient le haut du pavé. Donc on a affaire non pas à des paysans horlogers, mais à des paysans musiciens. Il y a aussi une longue tradition du travail du fer, une longue pratique musicale aussi, qui fait que beaucoup de gens, en particulier à l'Auberçon et sur le plateau des Granges, avaient des facultés musicales, mécaniques, qui pouvaient compléter le revenu agricole qui est dans ces régions est relativement modeste, à cause de l'altitude, à cause du froid, etc. André Margot dans son écurie. Lui aussi est paysan et artisan, mais il ne travaille pas en usine. Il a son atelier chez lui, où il exerce un métier qui demande des qualités particulières, celui d'accordeur, métier que son père a fait avant lui et son grand-père. Il ne manque pas d'ouvrage, étant un des meilleurs de la région, mais il entretient tout de même une quinzaine de têtes de bétail sur un domaine de 9 hectares, et il a 8 excellentes laitières. Son travail d'accordeur lui permet ce que le paysan ordinaire ne peut faire que très difficilement, c'est-à-dire engager des fonds, souvent importants, destinés à mécaniser l'entreprise agricole, ou si vous préférez, à rationaliser l'exploitation du domaine. Monsieur André Margot, vous êtes accordeur de clavier pour boîte à musique. Oui. Et c'est une tradition dans votre famille ou bien? Ah oui, j'avais mon père qui faisait ça et puis mon grand-père aussi. Et c'est un métier difficile? Oui, il faut beaucoup d'oreilles. Surtout pour ce genre de pièces, oui, qu'on a ici. Il faut être musicien, d'ailleurs. Oui. Il faut savoir discerner les sons. C'était essentiellement saisonnier. Le travail agricole est relativement moindre durant la mauvaise saison, pour des raisons que l'on comprend facilement, bonne couche de neige, froid, etc. En conséquent, l'essentiel du travail, généralement à domicile pour les boîtes à musique, se faisait durant la mauvaise saison. Ça c'est sûr, parce que au printemps et surtout en été, il y avait le temps des récoltes et puis on avait moins de temps pour travailler sur la boîte à musique. L'atelier des frères Beau à l'Auberçon est encore actif aujourd'hui. Cette petite industrie mécanique est un témoin de la diversification de la paysannerie de montagne. Mon grand-père, en 1886, fonde sa propre société de rabilleur de boîtes à musique. Alors il apprend avec son père et puis d'autres personnes, il voyage, il va à Berlin pour apprendre sur les boîtes à disques, il va à Berne, enfin plusieurs maisons
chez Paillard, un peu partout, pour apprendre justement cette fabrication. Et lui, si vous voulez, il était après-vente. Il réparait les boîtes à musique. Nous n'avons jamais fabriqué de boîte à musique. Pourquoi est-ce que ces boîtes à musique qui viennent des 4 parties du monde arrivent ici, dans votre atelier? Parce qu'on se trouve en somme les seuls à faire ce genre de réparation. C'est une tradition, et notre père travaillait déjà là-dessus quand ça se fabriquait. Oui, on est 3 frères, on travaille là-dessus, la réparation. Et en plus de ça, on a nos femmes qui nous aident. Il y en a une qui roupille les cylindres. Monsieur Beau, tout ce que nous voyons dans cet étrange champ de foire, est-ce que c'est à réparer aussi? Eh bien, une partie sont à réparer, mais une bonne partie sont des pièces de collection que nous mettons de côté, que nous révisons. Puis d'autres, alors, sont à réparer pour la clientèle. Mais nous tenons à collectionner une partie de ces pièces qui toutes partent, en général, sur l'Amérique ou ailleurs, vous voyez, d'autre côté de la mer. Au fond, alors, vous êtes conservateur. Oui, on est conservateur. On tient à garder ce que nos pères ont fait et on estime que ça mérite ça. Il faut bien garder ça à leur mémoire. Moi, je suis née en 1941, jusqu'en 1955, on avait des vaches. On habitait l'appartement en bas. En haut, ma grand-mère habitait avec mon oncle. Ils avaient 3, 4, 5 vaches. L'été, on faisait les foins, nous aussi, et on leur aidait. Et après, le soir ou l'hiver, surtout l'hiver, ils réparaient les boîtes à musique. L'industrie mécanique a joué un rôle important dans l'évolution de la paysannerie de montagne, avec par exemple le développement des véhicules à moteur adaptés aux pentes à forte déclivité. Motosacoche, donc à Genève, est un fabricant, à l'origine un fabricant de motos. Et sur les motos, bien sûr, on doit monter des petits moteurs légers, et ça correspondait un peu aux besoins pour les motofaucheuses d'avoir un petit moteur léger. Donc les premières motofaucheuses dans les années 1925-1930 ont utilisé pratiquement des moteurs dérivés de la moto, produits par Motosacoche. Les utilisateurs ou les fabricants se sont dit, mais cet engin avec 2 roues, 2 manchons et un moteur, on pourrait l'utiliser pour autre chose, et ça s'est transformé à ce qu'on appelle un monoaxe, sur lequel on pouvait monter soit la barre de coupe, ou alors découpler la barre de coupe et accoupler une remorque. Et on utilisait le système d'entraînement rotatif de la barre de coupe, on l'utilisait pour entraîner l'essieu de la remorque, ce qui donnait un véhicule à 2 essieux et à 4 roues motrices qui convenait vraiment parfaitement bien pour l'agriculture de montagne, léger et qui tenait bien aux pentes. Cette invention orientée spécifiquement vers la paysannerie de montagne évoluera au fil du temps pour répondre aux différents besoins de transport et d'utilisation. Aujourd'hui, différents constructeurs commercialisent toujours ces véhicules dédiés qui grimpent ou dévalent les pentes des pâturages. Ce qui précède et qui est indispensable à la mécanisation, c'est le réseau routier. Et l'argument ou les réalisations en Valais se sont faites à partir des années 20, puisqu'une loi cantonale a été votée qui donne à l'État la possibilité de soutenir la construction de routes dans les vallées latérales. Et c'est ça qui permet de construire des routes. Et la deuxième étape arrive après-guerre, où on développe un réseau qui est uniquement destiné à l'agriculture, dans la logique du remaniement parcellaire, mais aussi à travers des routes forestières, là avec des soutiens également de l'État. Au tout début, il n'y avait pas beaucoup d'alpages qui avaient l'accès. Ce qui est normal, il a fallu l'évolution des machines, des constructions des routes et tout ça. Et puis, avec le temps, tout se modernise, tout s'améliore. Si on ne le fait pas, ça devient encore plus dur au jour d'aujourd'hui de monter sur un alpage sans accès. Mon papa, mes grands-parents, ils ont vécu quand il n'y avait pas de route. Moi, un petit peu, étant tout jeune, il n'y avait pas de route.
Et ben, on voyait que c'était pas la même exploitation que maintenant, un alpage avec une route. Les années 1950 sont assez des années charnières parce qu'on sort du second conflit mondial. Ce sont des années qu'on va appeler par la suite les 30 glorieuses. La société de consommation va se développer et la population aura accès à plus de confort, mais la campagne reste un peu à l'écart dans un premier temps de ce développement. Dans d'autres pays, le tourisme nécessite l'engagement complet de ceux qui y travaillent. Ici, c'est différent. À cause peut-être du grand nombre de familles nombreuses qui s'y rencontrent. En été, tous les bras sont nécessaires à l'agriculture, mais en hiver, il y aurait trop de paysans qui resteraient inutiles, inoccupés. C'était un problème qui a été résolu ingénieusement en poussant et en exploitant rationnellement le tourisme hivernal. Il y a combien de temps que vous travaillez ici aux télécabines? Il y a 4 ans que je travaille ici. Vous faites ça l'hiver seulement aux télécabines? Ah oui, je fais ça l'hiver seulement. Puis en été? En été, je suis à la ferme. La ferme de qui? La ferme de mon père. Pour le travail. Une grande ferme? C'est une moyenne ferme. Combien de pauses? On a 32 pauses. Puis on a 12 vaches. Puis un petit quelque chose de forêt. Vous êtes seul avec votre papa à travailler sur le domaine ou bien? Non, j'ai encore mon frère. Puis alors, disons, si à Charmey, il n'y avait pas cette industrie touristique qui vous permette de faire un revenu complémentaire, qu'est-ce que vous feriez l'hiver? Bien, des fois, on serait embêté. Bien, il faut de toute façon se débrouiller pour trouver une autre solution pour gagner un peu l'hiver. Parce que c'est nécessaire que vous gagniez quelque chose à côté. Ah oui, surtout dans la montagne. Autrefois, ceux de Charmey étaient comme beaucoup d'autres guides de montagne l'été, travaillaient l'hiver en forêt ou sculptaient le bois. Aujourd'hui, ceux qui ont connu l'essor du tourisme se sont mis à la page et sont restés au service des touristes. Les plus doués sont devenus moniteurs, instructeurs de ski. Mais les journées sont longues pour ceux qui ont un train de ferme dont ils doivent s'occuper avant et après leurs heures de cours. Ils y trouvent cependant leur intérêt et tout le monde est content. La construction du barrage de Mauvoisin au début des années 50 correspond à un véritable basculement pour toute la vallée. Parce que se déroule en même temps le développement de Verbier, d'une station de ski. Alors ce monde qui était encore un monde agricole, même si c'était un monde agricole en crise avant-guerre, eh bien, devient un monde avec des ouvriers, développement de la grande industrie, et puis un monde avec du service aussi, avec le tourisme. Verbier, un village de montagne. En 1935, une route. Aujourd'hui, une station de sport d'hiver connue dans le monde entier. Une transformation tellement radicale que l'on parle de Verbier village et de Verbier station. Verbier village. Avant le développement touristique, une partie de la population s'expatriait par nécessité pour trouver du travail. Les autres étaient agriculteurs. Aujourd'hui, que sont devenus les agriculteurs de Verbier? Surtout, que vont-ils devenir? Oui, parlez-nous des jeunes. Vous avez un fils, M. Cortet? Oui, j'ai un fils. J'ai un fils qui est apprenti électricien. Donc il va pas reprendre le domaine? Ah, je lui ai dit un jour, je lui ai dit, tu sais, je suis obligé de vendre ces 2 vachettes. Il m'a dit, dépêche-toi de liquider ça. J'ai dit, ben écoute mon garçon, le jour qu'il y aura plus de beurre, de fromage sur la table, hein, comment faudra faire? Si papa turbine encore pour avoir le beurre de fromage sur la table, ben, c'est bien encore pour toi. Oh, dans le magasin, il y en a assez dans les magasins. C'est un bouleversement important pour les paysans. Auparavant, il y avait une majorité de personnes qui vivaient de l'agriculture. Et là, en une décennie, pratiquement,
les personnes qui vivent essentiellement de l'agriculture deviennent minoritaires. Mais ce basculement était ancré par un siècle de déclin démographique qui fait que de nombreuses personnes allaient travailler à l'extérieur. L'agriculture ne permettait plus de vivre. Dès les années 60, l'agriculture de montagne est sur une courbe descendante. Les 30 Glorieuses battent leur plein et la vie citadine s'émancipe. Il y a eu une période où la situation a été vraiment très difficile, surtout par rapport à la fabrication du fromage d'alpage. Il faut se rappeler qu'en 1971, il n'y a plus que 8 chaudières dans le canton de Fribourg, c'est-à-dire 8 armaillis qui fabriquent du fromage d'alpage. Et gentiment, les choses sont en train de disparaître. La paysannerie était moins bien perçue, moins bien vue. Les gens sont allés chercher du travail ailleurs. Le ailleurs, à ce moment-là, ce sont les villes de Lausanne, de Genève, des villes en Suisse allemande. Et il y a eu un petit peu un rejet de la paysannerie, des fois par ces mêmes gens qui venaient de ces milieux-là. Et pour ceux qui restaient, c'était parfois des moments difficiles où le sens du mot paysan était devenu un peu péjoratif. On a tendance à idéaliser les périodes anciennes. On a l'image d'une agriculture communautaire. C'est une agriculture qui avait besoin d'un minimum de solidarité. On avait ce qu'on appelle en Valais les consortages, donc des associations de propriétaires pour exploiter l'eau, pour exploiter les montagnes aussi, ou même parfois pour la production du fromage. Donc il y a cet esprit communautaire. Mais ce qui est relevé, par exemple par un médiéviste Dubuis, ce qui est relevé, c'est que le sentiment individualiste était déjà très présent dans ce monde rural. Donc on retrouve des éléments qu'on connaît aujourd'hui, cette tension qu'il peut y avoir entre les intérêts particuliers et puis la nécessité d'une solidarité. C'est une tension qui existe à travers les différentes périodes. La différence du fromage d'alpage, c'est surtout au niveau de la qualité du lait, je pense. C'est au niveau des herbages que les vaches vont manger. En alpage, il y a beaucoup plus de fleurs, d'autres plantes qu'il n'y a pas en plaine. Du coup, la qualité du fromage a quand même, entre guillemets, une meilleure saveur pour le fromage final. La fabrication du fromage se fait tous les jours dès qu'on monte avec les vaches. Donc, tous les 2 à avoir 3 jours, il faut quand même descendre ces meules vu que notre cave n'est pas très grande pour tout stocker et affiner. Donc, il faut prévoir aussi les descendre quand il y a la grosse production. En fin de saison, une grande rencontre était organisée sur le pâturage. Appelé le jour du partage, ce moment représentait pour beaucoup le jour le plus important de l'année. C'était le jour que les producteurs, les propriétaires de vaches allaient récupérer leur salaire, les fromages faits avec les laits de leurs protégés, quoi. Alors c'était très important. Le secrétaire d'alpage, qui en général était l'instituteur du village, c'est à lui qui revenait la tâche de peser les fromages et de les distribuer aux producteurs au prorata des litres de lait produits sur l'alpage. Alors bien entendu qu'il y avait les fromages du début de l'alpage, du milieu et de la fin. Alors il fallait être équitable, il fallait que chaque producteur ait un peu de toutes les fabrications.
Pas que ce soit tout le même qui ait les fromages prêts à consommer, puis que le dernier ait les fromages frais qui nécessitaient encore les soins avant de pouvoir les déguster. Et puis c'est clair que dans les alpages exploités sous forme de consortage, les premiers fromages revenaient à la paroisse. Ensuite à la bourgeoisie et ensuite aux producteurs, aux propriétaires de vaches. C'était partagé très équitablement. Les séracs et les sous-produits en général étaient destinés au salaire. On payait les petits bergers, on n'avait pas d'argent, alors il fallait les payer avec de la matière première. C'était soit avec du sérac, soit avec du fromage. Le partage des fromages se faisait à la des Alpes. Quand les troupeaux allaient regagner les Mayens et les villages, les bergers d'alpage qui étaient engagés par le consortage avaient fini leur travail. Et ce jour-là, il fallait, avant de rendre le troupeau aux propriétaires, il fallait leur rendre leur fromage. C'était leur salaire, le salaire de tout l'été. Quand les jours commencent vraiment à baisser, il fait nuit longtemps, il fait froid. Souvent, ça arrive que les dernières périodes, il neige, donc c'est pas agréable. Il faut dire que la fin de saison, des fois, assez attendue aussi que la montée. Mais c'est une satisfaction d'avoir pu faire toute la saison avec du bétail. Et on espère que le bétail est sain et sauf toute la saison, qu'il n'y a pas de perte. Ça peut aussi arriver. Et quand on peut dire que la désal peut se faire bien, on est tous contents aussi. Et on choisit la date d'après une fête qui se fait au village plus bas. C'est un jour de fête en gros, parce que c'est quand même une saison qui se termine et qu'on a bien terminé la saison. Le premier héritage de la paysannerie de montagne, c'est celui qu'on voit tous les jours, c'est le paysage. Le paysage qui a été construit par cette exploitation du sol, que ce soit les alpages, les montagnes, qui ont parfois abaissé l'altitude maximale des forêts, que ce soit les clairières, ou bien le travail du sol qui a été modelé, les terrasses également, qui ont été construites pour avoir des champs sur les coteaux. Aujourd'hui, dans le contexte du tout accessible virtuel et du commerce digital, l'esprit paysan semble reprendre tout son sens pour la génération dont font partie les familles de Samuel et de Lucie. On ne se dit pas beaucoup les choses chez nous, mais je pense que le cœur y est pour tous, quoi. Quand on est là, on est tous ensemble. C'est quand même quelque chose de particulier, ouais. Ici, c'est sacré, quoi. Pour nous, c'est notre vie, quoi. Parce que, ouais. Ah, je suis désolée. Parce qu'on est toujours venu ici, quoi. Je peux pas expliquer, c'est comme ça. Ouais, voilà, c'est qu'on est bien, quoi, on se sent bien. Puis on sait que les gens d'avant, ils ont travaillé dur pour avoir ça, quoi, pour être ici. Puis on a envie de faire perdurer ça, quoi.